J'ai remarqué, tu parles souvent de post-apo et d'horreur. Il t'a fallu combien d'épisodes pour parler d'autre chose? L'épisode 7 avec les écrivains, et puis accessoirement il y a déjà aussi l'épisode 10 avec Transmétropolitane, l'épisode 11 avec Dune. Ça te va ou il en faut plus? Et qu'est-ce que tu vas nous sortir de derrière les fagots cette fois? Aujourd'hui on va parler d'un JDR. Sand, bitume, all flesh must be eaten. Non, on va parler de fantasy pour une fois. Donjons et dragons, Warhammer. Ben non, Capharnaüm. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bonjour et bienvenue dans ce Geek Librairie numéro 12. Le temps passe vite. À qui le dis-tu? Et aujourd'hui on va parler de jeu de rôle, mais pas n'importe quel jeu de rôle. Un véritable coup de cœur, une petite pépite dans le monde du JDR français. C'est ce genre de JDR qui peut dire que ça peut être cool et badass. Et le tout en passant un très bon moment bien sûr. Et donner vie à une des fresques les plus épiques qui m'a été donné de voir dans le monde du JDR français. Oula, bon, pas trop de rêves comme ça, les gens risquent d'être déçus sinon. Et voici donc Capharnaüm, l'héritage des dragons, créé par le studio Dead Crow et édité par le 7ème Cercle. Encore le 7ème cercle? Mais tu ne jures que par eux, ma parole. Non mais attends, quand tu vois tout ce qu'ils ont sorti pendant une période, c'est un peu logique. Et donc, dans Capharnaüm, nous incarnons un héritier des dragons, que nous reconnaissons grâce à la marque de naissance en forme de griffure qu'ils ont sur le corps, ce qui va aussi les propulser dans les plus hautes sphères des milieux d'influence dans lesquels ils sont. Non, parce qu'évidemment, dans ce jeu, être un de ces héritiers du dragon, c'est être un leader né, un héros, une figure de proue. Mais les personnages disponibles ne sont pas en reste, parce qu'il existe une pléthore de variétés possibles sans avoir à tomber dans les stéréotypes. Et évidemment, de l'univers, nous allons en parler. Et nous retrouvons absolument toutes les plus grandes civilisations ayant existé chez nous, transposées dans l'univers de Capharnaüm. Que ce soit un empire gréco-romain et sa décadence, les Juifs, l'Exode et l'État d'Israël, toute la civilisation orientale pré-islamique, et l'Europe composée de 3 nations regroupant plus ou moins toutes les peuplades de notre Europe à nous. Alors, explique-moi les marchands Sahabi du clan Ibn Youssef Abid Salif. C'est pas un putain d'archétype, ça? Ça ne se joue pas comme le marchand de tapis à 2 balles que certains voudraient nous faire croire. Non, non, non. C'est véritablement des princes marchands à la tête des plus grandes caravanes qu'on pourrait voir traverser le désert. Et en ce qui en concerne les 9 clans Sahabi, c'est pareil. Et la méta-intrigue dans tout ça, elle dit quoi? J'y viens. En fait, les héritiers du dragon avaient disparu pendant plusieurs centaines d'années, ce qui correspondait à la montée en puissance de la nouvelle religion des Escartes avec celle de Jason. Et évidemment, leur retour posa énormément de questions et cela ne se fit pas sans remous. Que ce soit dans le monde de Capharnaüm ou avec les créatures magiques telles que les djinns et toutes autres créatures fantastiques qu'on pourrait croiser. Évidemment, avec le retour des héritiers du dragon, énormément de groupuscules secrets s'affairent contre ou avec les dieux. Et si on n'a pas envie d'y jouer dans cette méta-intrigue? Qu'importe, le jeu propose un panel assez conséquent. La lutte divine ne vous intéresse pas? Pas de problème. On peut très bien décider de faire une campagne basée sur une intrigue politique. Rien n'en empêche. Le livre de base propose de quoi largement contenter nos joueurs avec des aventures faites de fortune et gloire. Fortune et gloire. Et certes, même si le jeu peut paraître très manichéen au premier abord, cela concerne en réalité que les joueurs qui sont présentés comme de grands amis, ou tout du moins comme des gens tolérants. En fait, dans Capharnaüm, nous incarnons aussi des héros, des vrais gentils avec un sens de la valeur et de la morale extrêmement élevé. Pratiquement, on pourrait même dire qu'on serait prêt à défendre la veuve et l'orphelin, ne serait-ce que pour que notre gloire puisse illuminer entièrement Capharnaüm. Ça peut paraître impressionnant, mais on dirait qu'on joue un paladin royal con là, non? Mais bon, au moins ça forme un groupe assez soudé face aux adversaires les plus acharnés qui puissent peupler le monde de Capharnaüm. Et ça, c'est pas si mal. Et puis il y a un point que je n'ai pas encore abordé, nous avons parlé des règles. Attends, t'avais pas dit dans Vermine que tu n'étais pas très règle? En effet. Mais bon, dans Capharnaüm, il y a des règles intéressantes qui méritent qu'on s'attarde un peu dessus. Donc maintenant, transition dans nos règles. On va parler un peu plus technique et entrer dans le monde merveilleux des règles du jeu. Dans Capharnaüm, les actions se résolvent à un jet de dés équivalent à celui de Carac plus compétence. Et si vous arrivez en cours dès que vous demandez ce que c'est encore que le JDR, à l'épisode 6, j'avais mis des liens en bas de la vidéo, mais rassurez-vous, j'en remettrai en bas de celle-ci aussi, au cas où. Donc, pour l'action, on lance autant de dés à 6 faces, ou D6 pour les intimes,
Et l'on place autant de meilleurs résultats possibles en score de caractéristiques et le reste en score de compétences. Et comme un exemple valent mieux que des explications, voici ce qui se passe dans Capharnaüm. J'ai besoin de faire une action, peu importe laquelle, c'est pas le plus important. J'ai un score dans la carac associé de 4 et d'une compétence associée de 4. Ce qui, dans l'univers de Capharnaüm, c'est pas si mal. Je lance donc mes 8 dés et je place mes 4 meilleurs résultats d'un côté donnant le seuil de réussite et j'additionne les 4 autres de l'autre que j'additionne également, ce qui me donne la qualité de la réussite. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un dé ouvert. Un dé ouvert et sous certaines conditions peut se relancer et dans Capharnaüm, si tu obtiens un 6, tu as le droit de relancer ce dé et d'additionner son résultat et cela autant de fois que tu feras un 6 avec ce dé. Pour la petite chose amusante, ce dé peut se placer n'importe où, ce qui va avoir son importance pour la suite, avec enfin la vantardise. Vantardise? Tu veux dire que c'est un concours de celui qui est la plus grosse qui gagne? Ok, avec mes tentacules, je suis sûr de gagner. Pas comme ça. Et Parchom Nigourat, arrête de dire n'importe quoi pour le coup. Ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est que les deux résultats comptent et que l'on a le seuil de réussite de l'action d'un côté, avec les dés gardés en carac donc, et la qualité de la réussite avec les dés gardés en compétence. Et dans Capharnaüm, c'est souvent la qualité de la réussite qui permet qu'une action rentre dans la légende ou réussisse complètement. Mais attention chers joueurs, la vantardise, ce n'est pas juste je décide de me la péter et je déplace mes dés pour me la péter. Non, non, non. La vantardise dans ce jeu, elle s'interprète avant de faire son action. C'est une vraie prise de risque aux conséquences potentiellement calamiteuses pour celui qui vient de se vanter. Ok, c'est bien sympa, mais à quoi ça sert? Nouvel exemple. Mon interprétation de vantardise va permettre, grâce à mon maître de jeu, de bouger le total de dés gardés de chaque côté. Une petite vantardise a été acceptée, ce qui déplacera un dé, gardé des caracs, vers celui des compétences. Donc au final, nous garderons 3 dés en carac et 5 dés en compétences. Mais j'ai passé le plus gros des règles, mais bordel la magie, tellement simple et si compliqué à la fois. Pour résumer, nous avons 3 verbes, seulement 3 verbes, créer, transformer et détruire, et des mots qui peuvent s'associer à ces verbes. Et tout cela prend la forme d'une poésie, d'un cantique, ou selon évidemment d'où vient le personnage, vous êtes libre d'interpréter la manière dont le sort est lancé. C'est pas magnifique. Bon, évidemment, dit comme ça, c'est très vague et tout semble illimité. Mais heureusement, la magie, tout aussi puissante et illimitée qu'elle puisse paraître, elle ne permet pas de basculer l'univers à sa guise avec les contraintes dans les règles. Et pour résumer à ma manière, on va dire que plus tu tords les règles de l'univers à ta guise, plus il sera difficile de lancer le sort. Simple, mais astucieux. Et c'est tout ce que t'as à dire? Presque mon ami Poulpic, presque, nous sommes bientôt à la fin. Voilà, j'ai survolé plus ou moins l'univers et les règles. Toujours est-il, le livre n'est pas exempt de tout défaut. Il est écrit tellement petit que s'il était écrit de manière conventionnelle, on se retrouverait avec un livre qui ferait bien le double de volume. Ce n'est pas une blague. Et ça malheureusement, ça peut rebuter énormément de joueurs à lire le livre, surtout en ce qui concerne la partie règles. Maintenant, on va rentrer dans la catégorie avis personnel et nous allons parler un petit peu du pourquoi, du comment de la méta-intrigue. Au final, ça m'a fait penser un peu de loin à Sion. Les héritiers du dragon ne sont là que pour une chose, tabasser Jason, le dieu des escartes. À la fin de les méta-intrigues, si les joueurs veulent aller jusque-là, évidemment, ils peuvent très bien prendre la place de Jason, la place des cieux, et remettre l'ancien Panthéon à sa place. Autant dire que, voilà, c'est un défi à la hauteur des héritiers. Finalement, les héritiers vont devenir, s'ils réussissent, des dieux à part entière, faisant un peu ce qu'ils veulent sur le monde de Capharnaüm. Enfin, moi j'aime bien l'idée, hein, mais malgré tout, je sais pas, j'ai quand même un peu des... Voilà quoi. On se fait chier à faire un empire sur Terre et puis finalement on doit tout abandonner pour devenir un dieu. Ouais, oui et non, voilà. Ça m'a laissé une ambiance assez mitigée. Puis moi, en toute franchise, c'est sympa, hein, mais... Devenir des dieux, devoir tout laisser derrière soi, bof quoi. Mais tu te payes les têtes de qui là? Qui n'aimerait pas devenir un dieu dans un jeu comme celui-là? C'est la récompense ultime, quoi. Tu as l'univers dans tes mains et tu en fais ce que tu veux. Donc à moi, la coke et les femmes, bordel. Et tu passes à un autre jeu. Mais n'est-ce pas là le but de tout JDR? Ne jamais s'y attarder et pouvoir en essayer un autre?
Bon, évidemment, je suis peut-être un peu mauvaise foi. Après tout, rien n'empêche les joueurs de recommencer une partie sans se baser sur la méta-intrigue en restant seulement sur un mode terrestre. Après tout, pourquoi pas, comme je l'ai dit, le jeu est assez vaste pour ça. Et en fait, ce qui est assez bien dans ce jeu, c'est qu'on peut se permettre de prendre des ambiances complètement exotiques qui changent un petit peu de la fantasy classique. Et on pourrait très bien s'inspirer de Laurence d'Arabie, du 13e guerrier ou de tout autre film de ce genre. Non, pas le roi scorpion. Donc, un conseil, si un ami possède Capharnaüm, faites-en une partie, vous ne serez pas déçus. Et même mieux, si vous avez la possibilité de l'acheter, n'hésitez surtout pas. C'est véritablement un achat intéressant à faire que vous ne regretterez pas. Et voilà, ce numéro 12 de Geek Librairie est enfin fini. Donc vous connaissez la manœuvre, partage, like, abonne-toi, vous connaissez la manœuvre. D'ici là, gardez toujours la lèvre à portée de main et rendez-vous au prochain numéro. Et pas de phrase de fin. Bon, on a quelque chose là. Je sais pas, un comics, un roman, un JDR. Tu crois que si on fait un ordre comme ça peut le faire? Tu sais que tu avais fait plein de promesses à l'épisode 7. Ouais, j'ai fait des promesses dans l'épisode 7, 9 et 10, mais bon, après, voilà, j'ai le temps quoi. Et parle d'un écrivain de ton top. N'importe lequel. Mais parle-en un peu. S'ils sont dedans, c'est qu'il y a une raison. C'est pas bête. C'est pas bête. Allez, pour l'épisode 13, on va être un peu plus rock'n'roll.